Bienvenue à cette table ronde sur l'hybridation des modèles économiques des associations. Alors pourquoi un tel sujet dans notre programme parce que l'AFF souhaite vous faire prendre de la hauteur sur votre métier, vous faire grandir collectivement. Et comme on l'a dit en ouverture, l'idée c'est aussi de positionner notre profession sur les sujets de développement des ressources 360. Et c'est ce qu'on a fait en innovant aussi dans notre catalogue de formation cette année, puisque l'AFF a mis en place un module de formation sur les modèles socio-économiques des organisations d'intérêt général en partenariat avec le RAMO. Ça s'appelle Trajectoire socio-économique, appel aux personnes intéressées. Donc ce soir, notre table ronde sera animée par Gaël Collin. Gaël est un proche de l'AFF de longue date. Il est consultant, il est expert des sujets en lien avec la philanthropie. Il a exploré les sujets de diversification dans une logique d'appréhension globale des modèles économiques, d'abord en agence, puis chez Alpha Omega, où il a d'ailleurs eu la chance de travailler avec une de nos intervenantes, Florence de Synlab. Mais je vais lui laisser le soin de présenter nos intervenantes. Je vais lui passer la parole. Une bonne table ronde. Et on vous retrouve après pour se diriger vers le cocktail networking au Francilien et boire un verre ensemble. Merci Yael, ça marche. Bonjour à tous. Ravi en tout cas d'être tous ensemble à nouveau. C'est pas très original, mais c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir se retrouver tous ensemble enfin ici pour ce séminaire. Et ravi bien entendu de pouvoir animer cette table ronde sur le sujet que Yael vient d'expliquer. Donc effectivement, on va parler hybridation, diversification, c'est-à-dire à côté ou en complémentarité de peut-être des dons et de la philanthropie classique, entre guillemets, voire découvrir en tout cas d'autres façons de développer ces ressources, publiques ou privées, et qui sont autant de ressources pour pérenniser vos structures et vos activités. Et pour prendre de la hauteur, donc, et parler de ce sujet, on a la chance aujourd'hui d'être avec trois intervenantes de choc. Lucie Declercq, qui est directrice générale d'Entourage. Florence Rizzo, qui est co-directrice, cofondatrice de l'association Synlab. Et puis Erika Cogne, qui est directrice générale de Télémac. Donc, je vous propose tout de suite de démarrer. Peut-être d'abord, juste pour vous présenter, et rapidement peut-être aussi présenter chacune vos structures respectives. Lucie, tu veux démarrer ? Pardon ? Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si parmi vous les gens connaissent Entourage ou non. Globalement, c'est une association qui est assez récente, qui a été créée en 2016, avec pour mission de lutter contre l'exclusion sociale des personnes en grande exclusion, les personnes sans domicile ou en tout cas les personnes qui connaissent une situation de très grande précarité. Et nous, on travaille sur la question du lien social entre les inclus et les exclus. On essaye de mobiliser les habitants, on essaye de mobiliser les entreprises aussi, à redonner leur place et à recréer des liens avec des personnes qui sont très isolées et marginalisées dans la société. Donc, Entourage a été monté par quelqu'un qui vient pas du tout du social, qui vient de la tech. Donc, on a une approche qui est très centrée sur le digital et l'utilisation des outils digitaux et qui va viser à avoir une mobilisation citoyenne très forte pour redonner des réseaux à ceux qui n'en ont pas. Et on agit aujourd'hui au travers de deux programmes, le programme Réseau Entourage qui crée du lien entre habitants et personnes sans domicile, et le programme Linked Out qui vise plutôt à travailler sur l'insertion professionnelle de personnes en grande exclusion. Bonjour, Florence Rizzo. Donc, j'ai créé il y a 10 ans une organisation dont l'objectif est de contribuer à la réduction des inégalités scolaires avec un levier d'action qui est le renforcement des capacités des professionnels de l'éducation, donc les enseignants et les chefs d'établissement scolaire. Aujourd'hui, 10 ans après, avec êtreprof.fr, on touche 100 000 enseignants qui sont membres de la plateforme et 5 000 chefs d'établissement scolaire qui sont membres de manageduc.fr. Et donc, on utilise
utilise effectivement le levier du digital pour contribuer au développement professionnel et au renforcement de ces enseignants et chefs d'établissement pour les aider à rendre l'école plus juste et plus épanouissante pour tous les élèves de France. Bonjour à toutes et à tous. Erika Cohn, donc Télémac existe depuis 2005. Cette association a été créée par Serge Wimbert à l'époque quand il était PDG de PPR. Il avait été scandalisé à la lecture d'un article dans Libération qui parlait d'une jeune fille tabassée parce qu'elle avait des bons résultats scolaires. Et l'objectif de l'association, c'est d'identifier par l'intermédiaire des professeurs des jeunes qui sont plutôt des pépites dans des établissements d'éducation prioritaires, ce qu'on appelait ZEP et qu'on appelle REP+, et avec l'idée de les accompagner par le mentorat, par une bourse et par plein d'activités de communauté de réussite. Et aujourd'hui, on accompagne 1800 jeunes cette année. On en a sensibilisé plus de 30 000. Et on a aussi créé avec 7 autres acteurs une politique publique de plan mentorat avec l'État. Un jeune, un mentor, vous avez peut-être suivi, qui vise à démocratiser et développer le mentorat en France. Merci. Oui, il y a un deuxième micro, hein, s'il y a besoin. Peut-être donc maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, la première question serait de vous demander en fait, bon, c'est quoi ce qu'on met derrière le mot d'hybridation et puis vous, dans chacune de vos structures, c'est les voies que vous avez déjà un petit peu explorées, ces nouvelles voies de financement ou celles que vous avez explorées ou développées justement dans le cadre de vos associations. Florence, pour commencer. Alors, je trouve que ce qui est important, c'est toujours de réfléchir effectivement à la question du modèle économique et en quoi il est au service de la mission sociale. Donc nous, on a à différents moments de l'organisation développé différentes manières de lever les fonds. Au début, quand j'ai créé, forcément, ni les entreprises ni les pouvoirs publics ne souhaitaient financer une structure qui démarrait. Donc on est allé vers des fondations familiales et progressivement, on a pu diversifier nos sources de financement pour arriver aujourd'hui sur un modèle où on est à 70% financé par la philanthropie, que ce soit la philanthropie familiale, d'entreprise, à 20% par les programmes d'investissement d'avenir. Donc je pourrais y revenir, ce sont des fonds qui sont opérés par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, mais qui sont décidés dans le cadre du grand emprunt par le Premier ministre au sein du secrétariat général à l'investissement, et 10% qui viennent de la contribution des établissements scolaires et des académies. Et donc, quand on parle d'hybridation, c'est à la fois les fonds privés, les fonds publics et la génération de revenus. Et ce qui est intéressant de réfléchir, je trouve, c'est en fonction des différentes phases de développement d'une organisation, qu'est-ce qui peut aujourd'hui être des sources sur lesquelles investir, qui peuvent être des relais de développement pour demain, en fait. Et donc nous, on s'est posé la question de qui était légitime finalement de soutenir et de financer l'accompagnement des enseignants et des chefs d'établissement scolaire, parce que finalement on pourrait se dire c'est une politique publique, ça devrait être entièrement et totalement financé par l'État. Donc le premier volet de questions était finalement de la part des philanthropes que de se dire mais pourquoi on investirait en complément de l'État sur quelque chose qui devrait être financé par l'État, et progressivement, enfin en tout cas pour nous, l'idée c'est que les académies et les établissements scolaires puissent demain contribuer à ce que ce modèle d'accompagnement de leurs professionnels puisse être financé par eux en fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui ce n'est que 10% finalement de l'équilibre économique de l'association, mais il serait intéressant d'imaginer que demain ça puisse être une part plus significative. Donc je trouve que dans la réflexion autour de l'hybridation, il y a des moments en fait où on choisit d'investir sur des sources qui peuvent demain être des relais de croissance et de développement, mais aussi qui sont légitimes parce que alignés avec la mission de l'organisation. Et donc je trouve que c'est important de réfléchir de manière stratégique
finalement à cette hybridation des ressources. Il peut y avoir une vision opportuniste des choses, mais je trouve qu'une vision stratégique des choses permet de se poser la question de qui est légitime à financer l'action qu'on porte en fait. Sachant que les académies, c'est une source qui est arrivée un peu plus tard, c'est ça ? Oui, au départ, l'idée, c'était vraiment de travailler avec la base, donc avec les enseignants et les chefs d'établissement scolaire. On considère que c'est par là qu'on acquiert notre légitimité, c'est avec eux qu'on veut construire. Au bout de quelques années, on est allé voir les académies en leur disant mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler de manière stratégique pour permettre en fait une politique publique qui soit le produit d'une alliance finalement entre l'État et des acteurs citoyens que nous sommes. Et donc la vision qu'on a, c'est vraiment la vision d'un service public de l'éducation et de la formation qui puisse être dans une complémentarité entre des acteurs de la société civile et l'État en fait. Mais donc l'académie aujourd'hui peut être un partenaire, enfin est un partenaire stratégique où l'idée c'est de construire avec cette entité l'accompagnement des enseignants et des chefs d'établissement scolaire. D'accord, merci. Lucie, tu veux compléter maintenant avec l'expérience entourage ? Oui, je rejoins complètement ce que dit Florence. L'hybridation, elle vient et du fait, elle est, je pense, assez nécessaire pour toute organisation et elle vient du fait que en fait, c'est pas les mêmes financeurs au moment où on est en amorçage, en R&D, en déploiement opérationnel, en accélération. Il faut penser à la fois les financements qui nous permettent de construire des choses, de les accélérer, mais aussi ceux qui permettent de les pérenniser. Et on ne va pas avoir les mêmes personnes. Donc il y a des logiques vraiment projets sur certains financements et des logiques beaucoup plus durables et de fonctionnement. Il y a aussi des choses qui sont fléchées, non fléchées. Et du coup, en fonction de nos besoins, on a besoin de développer plutôt telle ou telle ressource. Et nous, c'est vrai que comme Florence, on a démarré vraiment avec des financements privés. Et ça a été aussi la philanthropie, notamment grand donateur, qui a permis de financer Entourage, parce que c'était une approche qui était très innovante, qui du coup rentrait pas du tout dans le logiciel des pouvoirs publics au démarrage. Et c'est notamment la fondation Bettencourt-Schuller qui nous a vraiment donné les moyens de démarrer parce qu'ils ont parié sur notre approche et qu'ils y ont cru et qu'ils ont donné un montant assez important pour créer une équipe salariée et donner de la visibilité sur 3 ans. Donc ça, c'est une chance que n'ont pas toutes les associations, mais que nous, on a eu. Mais dans le deal avec la fondation Bettencourt-Schuller, il y avait aussi, pendant ces 3 années, vous allez créer, innover, développer, et en parallèle, vous allez aussi travailler sur la pérennité de votre modèle économique et développer d'autres sources de financement qui vous permettront de faire sans nous derrière. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, je rejoins aussi Florence, c'est qu'au fur et à mesure du projet, il faut se demander d'une part qui est légitime à financer ça, à qui on fait économiser des coûts ou à qui on apporte de la valeur. Et puis, il faut essayer le plus possible d'aligner les efforts qu'on met pour notre développement d'impact et le fait de faire fructifier ça au niveau financier. Parce que développer des activités génératrices de revenus en espérant en tirer un bénéfice qui va permettre de financer après du non-profit, ça peut quelque part défocus de l'impact. Et du coup, nous, chez Entourage, c'est vraiment le choix qu'on a fait. Donc, avec le réseau Entourage, on développe une grosse communauté citoyenne. Et donc, un des premiers leviers qu'on a exploré, c'était le don du grand public, puisque quand on a mobilisé les gens pour télécharger une app, derrière, on peut les faire donner. Et donc, ça représente aujourd'hui 10% de nos financements. On a travaillé de plus en plus aussi avec les financements publics, d'abord les collectivités locales et après des gros appels à projets. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 30% de nos financements qui sont des financements publics, collectivités et État. Et enfin, notamment avec LinkedOut, on travaille de plus en plus avec les entreprises. Et aujourd'hui, c'est un très gros, le plus développé et le plus important levier de financement, puisque on est sur 40% à peu près. Donc nous, aujourd'hui, ça se répartit comme ça, 40% entreprises et fondations d'entreprises, 10% grand public, et le reste qui est la subvention publique, à peu près 30%, et la philanthropie qui finalement a beaucoup baissé. Ce que j'appelle philanthropie, moi, c'est grand donateur et fondation familiale, qui a beaucoup baissé en proportion dans notre budget. Et donc, du coup, vous avez beaucoup exploré, c'était PIA pour Synlab, et vous, c'est le plan investissement en compétences. Hein, nous, on a à la fois des subventions de fonctionnement des collectivités locales, les villes, mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de petites enveloppes aussi à aller chercher, à la CAF, au département. Donc ça s'est pas mal étoffé, et c'est des petits ruisseaux qui font des grandes rivières au niveau de la pérennité économique, parce que ça, c'est des enveloppes de fonctionnement. Et on a aussi, effectivement, LinkedOut est financé à 60% aujourd'hui par le PIC 100% inclusion, qui est une grosse enveloppe
mais c'est une enveloppe projet. Donc ça nous donne de la visibilité pour 3 ans. Et il va falloir qu'on se demande derrière comment on passe de projet à fonctionnement au niveau du financement de notre projet Linked Out. Merci. Côté Télémac, c'est plutôt rassurant de s'entendre les unes les autres. J'espère que c'est pareil pour vous. De votre côté, peut-être une petite distinction, parce que je suis parfois attachée au concept. Pour moi, l'hybridation, c'est presque plus quand on a besoin de pérenniser certains revenus pour sécuriser en fait une opération. Quand il s'agit d'augmenter une assiette, je parlerais plutôt de relais de croissance. Et je me suis pas mal attachée à ça côté Télémac. Moi, j'ai pas créé Télémac, mais je l'ai repris en 2016. On avait un budget d'1 million et aujourd'hui, on a 4 millions. Et donc, il a été clé au départ toute seule, puis maintenant avec Victoire et mon équipe de trouver ces fameux relais de croissance. Avec une vigilance, certes, côté Télémac, qui avait été sur maintenir environ 45% du financement sur notre cœur de métier. Pour ne pas se disperser, on a fait ce choix-là, on a développé quelques projets, mais on a vraiment eu cette stratégie de trouver, de rester au cœur du fonctionnement du mentorat pour accompagner de plus en plus de jeunes individuellement à être mentorés. Sachant qu'il y avait une recette qui avait été très bien faite à l'époque par le fondateur Patrick Gagnère, qui a aussi fondé Ares, qui était 1 350 € par jeune. Et du coup, comme ça, au niveau des entreprises, c'était assez clair. Et on a pu, grâce à ce levier, assez vite aller voir des TPE, des PME, des ETI. Alors, on ne va pas se mentir, ce n'est pas simple de convaincre des petites entreprises. Je pense que les équipes au niveau des différentes régions de Télémac le vivent au quotidien. Mais ça reste nécessaire. Et après, sur les autres relais de croissance, ce qui a été important, c'est effectivement, comme l'a dit Lucie, la philanthropie. Bettencourt en fait partie, EPIC également. Ce sont des gros dossiers, mais je sais que pour ma part, il avait été très important d'obtenir Bettencourt pour me dire au moins comme ça, je finance une partie de mon salaire, enfin complètement mon salaire dès mon arrivée. Ça avait été un peu une obsession en 2016 en disant au moins je coûte rien à l'assaut. Voilà. Et puis après, d'aller assez vite sur la taxe d'apprentissage parce que même si les entreprises essayent d'optimiser, et même si les grandes écoles en prennent une grande partie, il y a quand même une grosse part... un marché à prendre. Des financements publics, on l'a dit, au niveau de collectivités, parce que de façon assez étonnante, il y a toujours des petits leviers qui font effectivement des grandes rivières ensuite. Et enfin, des mécanismes plus complexes, et on y reviendra certainement, notamment avec un dossier de contrat impact pour lesquels on a été labellisé cette année, mais néanmoins un dossier qu'on préparait depuis plus de 3 ans. Donc effectivement sur des dossiers complexes ou des financeurs complexes, il ne faut pas s'attendre à moins d'avoir une extrême chance. Et ça arrive aussi, restons confiants. Souvent, c'est quand même des dossiers que nous travaillons et qu'il est nécessaire de travailler bien en amont. Je ne sais pas si tu veux... Peut-être dire un mot sur le contrat impact que tu viens d'évoquer. Je ne sais pas si c'est ce type de contrat, ce type de dispositif. Je ne sais pas si tout le monde est très familier de ça. Peut-être de dire un peu en quoi ça consiste. Et effectivement, que c'est un peu de boulot, puisque 3 ans, on peut dire que c'est un gros chantier, quoi. Donc effectivement, les contrats impact, ça vient du Royaume-Uni Social Impact Bond. C'est un mécanisme où finalement des financeurs privés, donc on parle plutôt des banquiers, qui décident d'investir dans des projets avec un taux de rendement. Alors il faut aussi accepter ça. Le nôtre, il est quand même de 5,9%, donc ils prêtent de l'argent à l'État qui, sur la base d'indicateurs un petit peu pénibles à définir, mais on y arrive, rembourse en fait les financeurs privés des montants investis sur la base de tranches de financement en fonction des degrés de réalisation d'un projet. Alors l'avantage là par exemple pour Télémac, moi ce qui m'a plu, c'est de faire financer un dispositif innovant pour l'élargir. Donc on avait déjà fait un pré-test au niveau de 100 jeunes et là on l'élargit à 500 jeunes sur des jeunes accompagnés dans la filière professionnelle qu'il est nécessaire de revaloriser. Et finalement, c'est quand même un projet de 3,4 millions d'euros sur 6 ans.
ce qui reste assez conséquent et en même temps qui nous rend pas dépendants de ce dispositif, puisque ça représente finalement une petite proportion de notre budget, à peu près 10% de notre budget, et un petit peu moins en fonction de la croissance. Donc effectivement, un engagement pérenne sur 6 ans. Tout de suite, on a quand même beaucoup d'argent. Après, c'est aussi assez intéressant, je trouve, pour l'équipe, parce qu'on finance tout de A à Z. Alors là, vous avez vos responsables régionaux qui commencent à réaliser que waouh, on va avoir un projet clé en main, financé complètement, puisqu'en fait, dans le cadre de ces dispositifs, ils n'acceptent pas d'autres cofinancements. Donc c'est assez rare, hein, je trouve, pour le coup, ça mérite d'être souligné. Et puis, en revanche, effectivement, bon, c'est une mécanique où il faut attendre le bon niveau de maturité pour votre projet, pour vos structures, pour le déposer, parce que ça implique, par exemple, d'inscrire l'association au registre du commerce et d'émettre des obligations pour que, du coup, l'État puisse effectuer les remboursements. Donc, autant vous dire qu'il faut avoir de bons accords avec son CA, son AG, et puis une structure assez costaud pour avoir ce type de discussion en interne et en externe. C'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est vrai que c'est aussi des assez grosses enveloppes, hein, mais effectivement avec beaucoup de parties prenantes qu'il faut accorder. Comment on découvre ou comment on arbitre aussi, comment on choisit ces nouvelles voies ou ces nouveaux leviers de collecte ou ces nouvelles sources de financement, parce que j'imagine qu'il n'y a pas une association française du PIA ou du contrat impact social. Donc comment vous avez été sensibilisé à ces nouvelles sources de financement potentielles, et puis comment vous avez choisi aussi d'y aller ou pas? Voilà, tu avais évoqué par exemple, Florence, l'académie. Est-ce que vous avez aussi considéré d'autres choix, et pourquoi plus l'académie qu'un autre? Comment on fait ça? Peut-être Lucie pour démarrer. Bah, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un peu drivé quand même par qu'est-ce qu'on crée en fait comme asset au sein de notre activité, et du coup comment est-ce qu'on peut faire fructifier ça. Nous, avec Entourage, c'était la communauté grand public, et puis après on a vu que les collectivités s'intéressaient à ce qu'on faisait, parce qu'en fait on travaille sur la question du lien social et la lutte contre l'exclusion en ville, donc on a commencé à développer les relations avec eux. On a un ADN qui est très tourné entreprise, donc les entreprises ont commencé à nous contacter aussi pour de l'engagement collaborateur, et puis avec LinkedOut c'est devenu encore plus une évidence, puisque on cherche en fait à convaincre les entreprises de recruter nos candidats LinkedOut, donc tant qu'à parler à l'entreprise, autant lui taper du blé derrière, et voilà. Mais du coup en gros c'est mal. Pas grave. Non, mais du coup, en gros, effectivement, il faut bien réfléchir à comment on exploite en fait ce qu'on crée au sein de notre activité. Après, il y a une autre chose qui est assez importante, c'est quand même de se doter au bout d'un certain temps de compétences en interne. C'est vrai que nous, il y a eu vraiment des choses qui ont changé au moment où on a recruté un fundraiser, en fait, dont c'était le métier, dont c'était la compétence, et donc qui à la fois avait cette connaissance en fait des leviers de financement des associations, cette capacité à accompagner et guider la réflexion là-dessus, cette connaissance technique, et puis surtout, je pense que c'est assez important d'avoir aussi un tempérament, c'est-à-dire que quand nous, on a des gens qui sont très tournés vers le social, assez idéalistes, assez humbles, et du coup, qui n'ont pas forcément ce tempérament un peu commercial, un peu Robin des Bois, qui aiment aussi aller prendre l'argent là où il est pour le réinjecter dans une cause et tout ça. Et donc, ça fait vachement de bien aussi d'avoir... j'ai la chance que mes deux fundraisers avec qui j'ai travaillé soient tous les deux dans cette salle, et qui étaient tous les deux aussi talentueux l'un que l'autre, et qui ont vraiment apporté énormément de choses au sein de l'organisation sur cette capacité à décomplexer aussi la relation à l'argent. Et dernière chose, c'est aussi de bien se parler entre associations, puisque nous, le PIC 100% inclusion, on n'en avait jamais entendu parler, et c'est Vitamine T en l'occurrence qui nous a dit « mais vous connaissez pas le PIC, il faut postuler ». Là récemment, une autre association qui m'a parlé des fonds FEDER et des fonds FSE, et qui m'a dit « on va vous donner notre contact », qui nous a accompagnés là-dessus, et c'est toute notre R&D qu'on arrive à financer avec ça. Et donc notamment sur les financements publics, c'est tellement nébuleux que ça peut carrément valoir le coup de se recommander aussi ce qui existe entre associations. Et juste en arrivant tout à l'heure, à un moment, tu demandais à Erika, mais au fait, le contrat impact social, ça marche comment? À quel moment on peut postuler ou pas, etc. Donc c'est effectivement aussi tout simplement, entre guillemets, un tuyau d'une personne et une autre.
Florence, peut-être sur les choix de SynLab, ou comment vous, de manière générale aussi, vous avez découvert telle ou telle possibilité de financement? Sur le soutien aux enseignants, on s'est rendu compte que la philanthropie, progressivement, en tout cas en 10 ans, a réussi à se dire que c'était OK de soutenir les enseignants, les éducateurs et de ne pas être en direct avec les enfants. Par contre, quand on s'est dit, OK, si on veut travailler sur notre idée de transformation, il faut qu'on ait les enseignants, il faut aussi qu'on ait les chefs d'établissement. Là, pour un philanthrope normal, on va dire, pour lui, ça voulait dire qu'on s'éloignait encore plus du terrain et des élèves, et des bénéficiaires qu'il jugeait directs. Et donc, ça suppose un niveau de philanthropie stratégique et de compréhension en fait, systémique du fonctionnement de l'éducation qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, on s'est rendu compte que c'était pas évident quand on s'intéresse à ces questions-là de se dire ah bah tiens, on va soutenir les chefs d'établissement dans leur transformation. Donc, on s'est dit que il y allait avoir assez peu de philanthropie en fait sur ce sujet-là, et donc il fallait qu'on trouve d'autres moyens de développer cette action. Et donc on a développé un modèle d'abonnement en fait, de contribution des chefs d'établissement, soit à leur titre personnel, soit au titre de l'établissement. Et dernier levier, soit l'académie qui prend pour le compte de 100, 200 de ces cadres ce dispositif d'accompagnement en fait. Donc voilà, donc on a développé finalement une logique qui permettait économiquement de soutenir la vision qu'on avait, parce qu'on avait conscience que a priori la philanthropie n'irait pas sur un sujet comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément juste regarder quelles sont les opportunités mais créer le modèle qui est ajusté par rapport à la vision qu'on porte et ce qui nous semble possible ou non de faire financer par tel ou tel type de partenaire. Sur les PIA, l'objectif pour nous, c'était parce que donc on a une mission, on veut agir bien sûr et montrer que c'est possible de faire autrement, mais on veut aussi essayer de contribuer à l'évolution de la politique publique de formation. Aujourd'hui, un enseignant français est en moyenne 3 fois moins formé que les autres enseignants des pays de l'OCDE. Donc il y a un déficit structurel en fait d'investissement public dans quelque chose qui est absolument nécessaire. Vous avez tous suivi, j'imagine, le job dating, c'est-à-dire le fait qu'on a du mal à recruter en fait des enseignants aujourd'hui. Donc les enseignants sont payés à peu près 1,2 fois le SMIC à l'entrée dans leur carrière. Ils sont peu valorisés, peu reconnus. Donc il y a de moins en moins de gens qui veulent devenir prof. Et donc il y a un vrai sujet d'attractivité de ce métier-là qui est pourtant important si on veut avoir une politique éducative digne de ce nom pour notre pays. Et il y a donc il y a la question d'attirer les talents, et puis il y a la question de former ces talents pour qu'ils soient de bons profs pour nos enfants de France, quoi. Et donc pour nous, le sujet, il est bien sûr en tant que tiers acteur de montrer comment on peut fonctionner différemment sur cette politique de formation, c'est-à-dire d'être vraiment non pas descendant, mais en réponse aux besoins du terrain, donc de faire et d'essayer de passer à l'échelle, mais de par ailleurs influencer l'évolution de la politique publique et de la manière dont l'État investit en fait ou pas sur ce sujet majeur. Et donc les programmes d'investissement d'avenir, pour moi stratégiquement, ça se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire que ce sont des fonds du Premier ministre qui sont opérés de manière long-termiste, c'est-à-dire que c'est quand même des investissements sur 5 à 10 ans, ce qui est hyper intéressant quand on veut être sur des transformations long terme. Et ils essayent d'être un peu contracycliques par rapport au gouvernement. C'est-à-dire que quand un pays a décidé sur 5 à 10 ans, même si ça change de mandature, et comme c'est le cas aujourd'hui, et que ça peut changer de couleur, globalement, les fonds sont sanctuarisés et sécurisés. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces investissements stratégiques de l'État qui sont à la fois de haut niveau et en même temps qui ne sont pas trop politiquement marqués par un gouvernement ou un autre. Et donc pour nous, ce sont des investissements qui sont hyper intéressants pour justement
travailler avec une vision long terme et sur l'évolution des politiques publiques, en fait. Oui, parce que c'est quand même des gros montants et effectivement, enfin, c'est pas sur même 1 ou 2 ans, hein, c'est dans la durée. C'est dans la durée. Ça couvre beaucoup de sujets différents. Voilà, et avec effectivement, on n'est pas très loin du niveau de complexité des CIS ou des fonds européens. Donc c'est vrai que c'est des gros dossiers, c'est des consortiums multi-acteurs. Quand on est pilote de consortium, c'est encore plus galère parce qu'il faut travailler, nous on l'a fait, sur toute la redistribution aux autres acteurs. Donc c'est une ingénierie projet, une ingénierie financière qui est quand même pas... ça peut être partenarial aussi. Hein. Voilà, qui est quand même pas neutre. Donc c'est vrai que quand on y va, il faut avoir les reins un peu solides et des gens en interne capables de porter ce type de projet-là, à la fois en termes d'ingénierie intellectuelle, de penser l'architecture du projet, mais aussi en termes d'ingénierie administrative et financière, parce que c'est pas neutre en fait que de travailler sur toutes ces logiques de redistribution quand on est pilote de consortium, quoi. Pour Télémac, les arbitrages ou le choix, c'est un projet stratégique, c'est l'exploration, c'est du test, c'est du hasard, ou c'est un café où on dit « Ah, bah, tu devrais faire un pic ». C'est d'abord une obsession de limiter la dépendance. Donc, quel que soit le financeur, nous, on se dit qu'on veut être indépendant de tous les types de financeurs. Voilà. Moi, quand j'ai pris Télémac, il y avait 30 entreprises et ma plus grande trouille, c'était de me dire que les plus gros allaient partir. Et donc on l'a encore dans notre ADN de financement, parce que comme ça, quand on a une mauvaise nouvelle, parce qu'on va pas, je pense que dans la salle, vous savez très bien que c'est très dur de fidéliser des partenaires et que parfois on se retrouve à mettre des carrés dans des ronds parce qu'on veut absolument pas perdre tel et tel partenaire, et je pense que ça peut amener à des erreurs. Donc cette obsession de limiter la dépendance a engendré ensuite quelques axes clairs de levée de fonds. Alors moi j'assume le mot levée de fonds, même si concrètement c'est pas de la vraie levée de fonds au sens financier du terme. Je pense que c'est important que ces axes clairs ils puissent être définis puis remis en question, définis avec évidemment entre le tandem responsable développement, responsable partenariat et la DG, partagé avec le bureau et même le conseil d'administration. Et idéalement en amont, nous ce qui marche le mieux c'est quand c'est co-construit avec tous les responsables de l'équipe. Donc ça, je pense que c'est vraiment, c'est même, on l'a fait l'année dernière, on avait organisé un atelier parce que finalement, encore aujourd'hui chez Télémac, environ 75% des financements sont issus du national, donc en gros Victoire et moi, quoi. Et donc parfois on fatigue un peu, je pense que vous connaissez ça aussi. Et donc on se disait, bon alors les responsables régionaux, comment vous allez trouver des bonnes idées pour nous aider? Et voilà, on ne va pas se mentir, c'est une vraie conduite du changement en interne aussi, parce qu'évidemment souvent on a des postes, surtout au niveau territorial, qui sont véritablement des moutons à 5, 6, 7, 8 pattes. Donc, de comment aussi on garde un équilibre tout en essayant de rendre des régions autonomes et autosuffisantes financièrement, ce qui n'est pas simple. Donc voilà, et puis ce qu'on pourra partager aussi dans la suite, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'écouter aussi nos intuitions. Il y a des projets, on a envie de les faire. Voilà. Je pense qu'il est intéressant d'écouter ces envies-là. Moi, je rêvais d'avoir un contrat impact. Alors oui, je suis peut-être un peu tarée, mais j'avoue, je m'étais dit, bon voilà, c'est un beau dispositif de financement. Le jour où on sera prêt, je ne l'ai pas fait en 2016 parce qu'on n'était pas prêt, on n'était pas assez costaud, mais je rêvais de ça. Voilà, je rêvais d'avoir la Fondation Bettencourt, EPIC, et je pense que dans ces moments-là, on a encore plus l'énergie pour aller chercher ces dossiers-là. Donc, continuons d'être à l'écoute de nos envies et de nos intuitions. Ça, c'était entre l'obsession et l'intuition, du coup. Un peu ça. Le contrat impact social. Non, mais c'est intéressant, c'est la capacité aussi, effectivement, à se donner des objectifs, et puis la question de la maturité que tu évoquais. Et c'est intéressant de regarder ce à quoi on dit non. C'est-à-dire que, et ça, c'est peut-être des choses qu'on pourrait partager, pourquoi souvent on étudie des pistes et on n'y va pas sur certaines pistes, et pourquoi on n'y va pas. Alors, je peux donner un exemple. Il y a quelques années, on disait, mais il faut aller sur les titres associatifs,
kiff, ça vous permettra d'avoir un relais de croissance sur votre activité, je sais pas quoi. En fait, quand on a regardé le ratio coût-bénéfice entre le coût des dossiers, enfin tout le coût administratif et financier, toute l'ingénierie pour en fait récupérer à l'époque, je sais plus, c'est 100 000 €, c'était pas un bon ratio en fait. Et donc, dans tous ces nouvelles sources de financement, je trouve qu'il y a vraiment une question au-delà du raffinement et de la joie peut-être du kiff de faire un CIS, mais sinon, voilà, moi, de manière assez pragmatique, c'est combien d'ingénierie et combien de temps ça va nous prendre en termes d'administration et d'investissement sur un dossier pour que ça rapporte combien à la structure, parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a le ratio est pas bon en fait, ou alors il le sera dans quelques années, mais je trouve que c'est important en fait de le regarder sous ce prisme-là. Je t'en prie. Il y a un petit point qui est intéressant, c'est qu'il y a certains financements qui sont quand même des cautions et qui amènent d'autres financements. Donc je pense que ça, n'oubliez pas l'effet à plusieurs bandes. De certaines, par exemple la fondation Alpha Omega, c'est un gage de sérieux. La fondation EPIC, c'est un gage de sérieux. La fondation Pierre Bellon, c'est un gage de sérieux. Voilà, il y a quand même, Bettencourt, on l'a dit, le fait de réussir un contrat impact, ça impose du respect aussi, je pense. Donc il y a aussi cette dimension qui est qu'ensuite, vous allez plus, entre guillemets, sans se la péter, mais bon quand même, jouer dans la même cour. Et donc vous allez avoir un autre niveau de discussion au niveau privé, au niveau public. Je pense que ça, faut pas l'oublier. Ça ouvre sans doute d'autres portes. Peut-être rapidement, avant de prendre des questions, juste, je me pose moi, je m'interroge sur en vous écoutant sur justement la place du fundraiser. Vous avez évoqué tout le rôle aussi. C'est un binôme dans ton cas. L'importance qu'ils avaient eu aussi les personnes du fundraising pour toi dans justement l'ouverture et la sélection, l'arbitrage. De manière générale, est-ce que c'est pas aussi des profils un peu peut-être plus hybrides en termes de fundraiser par rapport à des gens qui ont l'habitude de faire de la collecte de dons peut-être plus traditionnelle? Je veux dire, cette ouverture pour pouvoir derrière monter l'ingénierie d'un contrat impact social ou de gérer des PIC ou des PIA. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que c'est vos fundraisers qui gèrent ça aussi avec vous? Ou est-ce que c'est aussi d'autres ressources en interne? Ou est-ce que, et du coup, est-ce que c'est pas aussi une acculturation qui est nécessaire pour les fundraisers, un peu nouvelle par rapport à beaucoup de sujets de dons traditionnels? Lucie, peut-être Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs profils de fundraisers. On peut avoir des gens qui sont très spécialisés dans un type ou l'autre de financement. Et c'est sûr que ce n'est pas la même chose pour faire un CIS. Il faut plutôt des compétences techniques ou pour aller développer, séduire des fondations et tout ça. C'est plutôt, je pense, des compétences commerciales. Et donc, ça dépend un peu là où on veut mettre aussi l'accent. Et voilà, mais dans mon cas, c'est un fundraiser assez généraliste, qu'on a plutôt choisi pour son tempérament commercial, son tempérament de développeur en fait, qui aime avoir des nouveaux projets, de nouvelles idées et développer les choses. Et c'est là que c'est assez important, et je rejoins ce que tu disais Erika tout à l'heure, d'avoir un fundraiser qui travaille extrêmement bien avec la direction générale, puisque de toute manière c'est quand même toujours notre rôle. Et il y a une vraie ligne de crête à tenir entre avoir quelque chose de stratégiquement pensé et qu'on construit dans la direction qu'on pense intelligente pour la pérennité du projet, et aussi les opportunités de grosses enveloppes parfois pour des nouveaux projets ou autres, où parfois il faut dire oui, parfois il faut savoir dire non aussi. Donc c'est assez important qu'il y ait une très bonne entente là-dessus, et également avec les équipes opérationnelles, puisque il y a des intérêts divergents fondamentalement entre le fundraiser qui va vouloir maximiser les promesses et minimiser la demande pour augmenter les chances de réussite qu'un dossier fonctionne, et puis les opérationnels qui vont vouloir minimiser leurs objectifs en maximisant les moyens. Et du coup, c'est très important pour que ça ne crée pas derrière de souffrance et de mal-être dans les équipes, que les uns et les autres soient vraiment d'accord au moment où on construit le projet et qu'il ait envie d'être porté en fait, par toute l'organisation. Si c'est le cas, c'est un vrai succès. Et enfin, effectivement, il y a vraiment la question de la lourdeur administrative. Nous, dans le cadre du PIC, le gros sujet du moment, c'est le contrat d'engagement jeune. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui est en gros le RSA jeune assorti d'une obligation de formation, mais du coup de moyens de suivre une formation. Et
Ça, c'est une manière pour nous de financer notre accompagnement linked out de manière pérenne. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y aura potentiellement une telle lourdeur dans la gestion de ce truc-là qu'on a décidé de ne pas y aller. Et le gros des associations qu'on a consultées ont décidé de ne pas trop y aller non plus pour le moment, par crainte qu'en fait, ça... Ouais, soit un gros ça bousin. trop... Voilà, exactement. Un gros bousin. Florence, tu voulais dire ? Non, sur les compétences, nous, la manière dont on l'a fait, déjà, ça fait seulement 2 ans qu'on a quelqu'un qui est en charge, en direction des partenariats. Et là, on vient de recruter une Anglaise qui vient compléter l'équipe et plus sur la fidélisation. Parce que je trouve que la question, quand on est en croissance, c'est à la fois, bien sûr, quels sont les relais de croissance, mais comment on fidélise et comment on satisfait nos partenaires. Et donc, faut pas... c'était quoi l'expression la proie pour l'ombre. En tout cas, il faut s'assurer qu'on sécurise et qu'on fidélise en même temps qu'on croit. Et c'est pas les mêmes skills, c'est pas les mêmes compétences et c'est pas les mêmes profils. Et c'est important d'avoir ces 2 compétences-là dans l'équipe. Après, sur les financements un peu complexes, j'avoue qu'on l'a vraiment géré au niveau de la direction générale et pas... ça s'est fait comme ça par par nécessité, mais c'est des choses qui pourraient être partagées. Et en tout cas, je rejoins ton point sur la question de l'embarquement des équipes opérationnelles, parce que plus les projets sont complexes et long terme, et plus à la fois il faut être stratège, mais en même temps être sûr qu'on ancre bien les différents jalons dans des éléments qui sont faisables, appropriés par les équipes, parce que sinon on se retrouve évidemment dans un disconnect qui fait qu'à moyen long terme on se prend les pieds dans le tapis. Donc je trouve que les processus d'embarquement des équipes dans la levée de fonds, c'est à la fois comment on pèse pas sur les opérationnels et en même temps comment on ajuste bien ce qu'on promet pour être sûr de délivrer. Mais potentiellement, là aussi, c'est peut-être la même personne de fundraiser qui va parler à une entreprise qu'à une académie, quoi. Non, pas sur l'académie, d'accord. Erika, tu voulais dire un mot ou... Oui, je pense que c'est important de ce tandem avec votre DG de se poser ces questions-là là, il y a cette opportunité-là, comment est-ce que on va le gérer dans l'équipe, par exemple effectivement sur le contrat impact. Moi, j'ai pas trop sollicité ma responsable des partenariats parce que c'était en plus. Mais je pense que c'est vraiment à chaque fois, en fait, de se poser la question à chaque fois. Et ça, c'est très important. Et ensuite, j'ai pu observer que du coup, par exemple, Victoire, elle venait avec d'autres idées. Je me suis dit, youp la boum, tiens, ça a laissé la place à de la créativité sur d'autres aspects, sur des dossiers dont j'avais même pas eu écho. Donc ça, c'est vraiment les meilleures nouvelles en tant que DG. Quand on a ces nouvelles-là, je vais vous dire... On est quand même hyper content. Donc c'est important de se faire confiance aussi en se disant, là, c'est le bon moment d'adresser ce dossier-là. C'est aussi parfois, il y a une façon de rentrer en contact avec certains partenaires. Et il y a le moment clé du dépôt du dossier. Donc récemment, on a eu l'expérience avec Victoire. Je dis, je pense qu'il faut déposer maintenant. Elle me dit, t'es sûr ? Oui, là, on va déposer maintenant parce qu'après, je sais qu'ils changent de stratégie et de conseil d'administration. Donc, essayez d'être toujours au courant, même si c'est pas facile, parce que les stratégies des financeurs sont parfois opaques. Parfois, ils mettent des années à les définir. Et donc, nous, on est là, on trime, on a envie d'avancer. Néanmoins, il y a quand même des petites brèches d'opportunités à aller saisir. Parce que justement, parfois, et comme ils sont un peu lents, nous, en étant rapides, on va prendre quand même un ticket au passage. Donc, je tenais à le partager parce que n'attendons pas aussi nos financeurs. Voilà, c'était un petit peu un message que j'avais envie de partager aussi et que je pense que mes camarades vivent au quotidien. N'attendons pas. Allons de façon un peu, entre guillemets, offensive vers une autre temporalité de financement. Et n'attendons pas non plus que nos équipes opérationnelles soient 100% prêtes. Et c'est là parfois, il faut aussi savoir saisir l'opportunité un peu en avance de phase, parce que c'est ça qui va donner le coup d'accélérateur, d'où l'articulation
Ça se discute, comme disait l'autre, mais on va passer aux questions, si vous voulez bien, pour respecter à peu près le timing. Et il y a déjà une question, je te passe. Oui, bonjour et merci pour l'intervention que j'ai trouvée extrêmement intéressante et vivante. Je suis Patrick Sapie, je suis le directeur général de FAIR, qui regroupe les acteurs de la finance solidaire et de la finance à impact social. Et on a conduit avec Jean-Baptiste Matret de Médecins du Monde tout à l'heure un petit atelier sur ce type de finance-là. On rencontre dans le cadre de FAIR beaucoup d'investisseurs, de financeurs qui nous disent à chaque fois la même chose. Tu sais, on ne trouve pas de projet. Ils ne trouvent pas de projet alors que les ressources sont énormes. On vient de sortir le dernier baromètre de la finance solidaire. Il y a 25 milliards d'euros aujourd'hui qui attendent de financer des projets comme vous. Bon, Florence a mentionné les titres associatifs qui sont effectivement un moyen de financer à long terme les organisations sans but lucratif ou les entreprises à impact. Erika a mentionné les contrats impact. Donc on accompagne le gouvernement encore pour les 3 prochaines années pour effectivement aider les acteurs à créer leurs contrats impact. Est-ce que nos 3 dirigeantes ont eu une expérience avec des investisseurs solidaires, notamment pour rentrer dans les fonds d'épargne salariale au travers d'outils de financement qui sont très simples à manier, que sont les billets à ordre, et qui peuvent apporter des ressources longues pour des projets longs aux associations, ou finalement c'est un monde à part? Voilà ma question. Alors moi, pas du tout. Et du coup, je suis très preneuse d'un petit atelier d'initiation sur le sujet. J'ai demandé un topo à une mission on purpose l'année dernière et on a commencé à regarder, mais les petites tentatives qu'on a faites, pour le coup, étaient infructueuses, y compris avec des partenaires qu'on connaissait bien. Et du coup, je me suis dit que peut-être que voilà, il y a besoin d'intermédiaires comme FAIR, et je vois bien le rôle que vous jouez avec Mathilde, voilà, dans le cadre des contrats impact. Je pense qu'il y a besoin d'intermédiaires entre les deux, parce qu'on est en train de rapprocher des mondes qui ont des langages très différents, je pense. Nous, ça fait un moment qu'on se pose la question de la filialisation d'une partie des activités, et donc voilà, pour accueillir notamment des capitaux d'investisseurs sociaux. Mais ce que j'ai vu, enfin, et peut-être qu'il me manque des éléments, mais ce que j'ai vu de l'évolution de ce monde-là, c'est qu'au début, il y avait beaucoup d'enthousiasme, et donc l'idée de financer des projets avec du capital patient, un retour sur investissement qui n'était pas forcément énorme, et qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs échaudés qui, dans leur portefeuille, n'ont pas réussi à retrouver leur retour, et que du coup, les exigences économiques ont énormément augmenté pour être assez proche d'une finance classique, et avec tout autant d'exigences en termes d'impact. Et donc, pour l'instant, mais peut-être que je ne connais pas certaines choses et certains acteurs, mais ce que j'ai vu me semble... Enfin, je me dis, bah, en fait... est-ce que c'est vraiment des solutions alternatives, ou est-ce qu'en fait ces investisseurs sont vraiment capables de concéder beaucoup moins de retours pour des questions d'impact. Et donc voilà, ça fait des années qu'on se pose la question. Pour vous dire, dans les statuts de notre association, j'avais mis la possibilité d'être, d'avoir une filiale. C'était vraiment quelque chose que j'avais dans l'ADN de réflexion. Mais ce que j'ai vu de l'évolution ces 10 dernières années, j'ai pas trouvé la juste adéquation en fait entre ce qu'on fait et la manière dont ces investisseurs voulaient investir chez nous. Mais voilà. Et ça serait juste un truc là-dessus, ça serait vraiment un relais de... Parce que souvent, quand on porte la croissance, c'est une croissance lente, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et là, on est exactement dans ce moment-là, il y a notre 3e axe stratégique où on aurait besoin, là, maintenant, de recruter une équipe et de vraiment mettre un gros coup de boost. Et là, en fait, dans ce type de situation-là, il n'y a personne. C'est-à-dire que personne. Dans tout ce qu'on a déjà vu, ou alors je ne connais pas. Je fais aveu de mes connaissances, mais on n'a pas trouvé, en tout cas, des gens qui nous disent « Ok, on met un ticket de X centaines 1 million d'euros pour vous, maintenant que vous avez ce track record, pour vous donner les moyens, là, maintenant, de
passer à l'échelle sur cette nouvelle activité qui est aujourd'hui non financée. Donc c'est un besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup, c'est passionnant, tous ces sujets et tout ce que vous avez pu réaliser. Moi, j'ai une question parce que je découvre complètement ces sujets-là. Vous avez parlé de contre-impact, de bons pour lequel il fallait dégager j'appelle ça d'intérêt, je sais, c'est pas le bon terme, de 5%. Comment vous faites? Et j'ai peut-être mal compris, hein. Alors, en fait, c'est le mécanisme en tant que tel qui génère un rendement, puisque je m'excuse devant le DG de Fer, mais pour méga simplifier, on a les banques qui prêtent de l'argent. D'accord. Et ensuite, comme vous, pour votre bien immobilier, quand on prête de l'argent, il y a les taux d'intérêt. Et en fait, les taux d'intérêt dans ce langage-là, ça s'appelle des taux de rendement interne, TRI. Donc en fait, c'est-à-dire que suivant le niveau de risque et de complexité du projet, vous négociez avec vos investisseurs, donc les banques, et en l'occurrence, il y a quand même la CDC, mais un niveau de risque sur la base d'indicateurs que vous allez atteindre ou non atteindre, et donc un taux de rendement interne de ces investisseurs. Voilà. Pour eux, c'est pas neutre, c'est-à-dire qu'effectivement, ils se font de l'argent. Voilà. Pour moi, ça a été aussi un petit peu, je ne vais pas vous mentir, difficile à accepter. On ne va pas... néanmoins, voilà, je pense que c'est intéressant de se poser la question du juste niveau, effectivement, de ce rendement, et que effectivement, peut-être que nous avons besoin, l'économie sociale et solidaire, d'aller vers des logiques de rendement. Voilà. Un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Pour faire une comparaison, pour certains qui viennent du privé, normalement, ces taux de rendement-là, ils sont plutôt de l'ordre... Enfin, ce qu'on conseille, c'est plutôt de l'ordre de 15 à 20%. Ça, c'est de l'excellence de rendement. Donc là, voilà, on est sur des taux de rendement quand même beaucoup plus réduits. Mais qui restent au-dessus de l'inflation, au-dessus... des taux d'intérêt, donc c'est effectivement des discussions un petit peu touchy, quand même. Bonjour, c'est une question complémentaire. En fait, je ne connais pas la mécanique derrière. Il faut rembourser en fait la somme qui a été donnée ou pas? Oui. Enfin, c'est pas vous qui remboursez, c'est l'État, pardon, qui rembourse. Pour vous, vous avez vraiment votre projet de A à Z qui est financé. Pour ceux qui veulent creuser ce sujet, il y a un très bon rapport, le rapport L'Avenir, qui décrypte très bien. Il y a eu beaucoup de modélisation et de simplification de ce sujet qui sont même disponibles sur Internet, puisque heureusement, on commence à apprendre de ces sujets-là. Et donc, en fait, c'est l'État qui va rembourser par tranche ce que les investisseurs ont prêté à l'association pour opérer son action à impact, si les objectifs sont atteints. Voilà. Merci. On cherchait des actions à mener avec nos amis de Fer. Bon voilà, de sensibiliser à ces outils et à leurs mécanismes, n'est-ce pas, Patrick? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Non. Eh bien, un grand merci à Gaëlle et à nos intervenantes.